Pratiquement, les établissements publics reprennent du service et donc toujours avec les mesures adéquates face au Covid-19. Et nous allons plus savoir davantage quant à l'établissement public qu'est le ministère de la Justice. Et on reçoit ici le secrétaire général de ce département qui, quand même, endure aussi certaines situations face au Covid-19, en la personne de M. Imbiki Erlaz. Bonjour à vous. Oui, bonjour à vous. Bonjour aussi donc, à nos auditeurs qui nous écoutent en ce jour du dimanche. Et je leur souhaite également donc, une joyeuse fête de l'indépendance, même si ça s'est passé donc, il y a quelques jours. Oui, effectivement, le pays traverse quand même une période assez exceptionnelle, mais très inquiétante aussi, comme tous les autres pays. Mais du retour donc des activités au niveau des établissements publics, le ministère de la Justice sans doute adopte aujourd'hui des mesures différentes aussi par rapport aux autres, parce que vous recevez des gens pratiquement tous les jours. Alors comment cela se passe ? Oui, je vous remercie donc pour votre question. Effectivement, donc après presque 105 jours de strict confinement, il y a eu quand même quelques mesures qui ont été prises donc il y a 15 jours de cela pour procéder à un début de déconfinement pour ce service public de la justice, mais surtout donc pour les tribunaux installés dans les régions et les districts où sévit encore cette grave pandémie. Effectivement, donc nous nous sommes conformés aux instructions de Monsieur le Président de la République. Donc à chaque fois après sa déclaration en public de chaque dimanche pour les quinzaines. Et par rapport à cela, donc il fallait voir, disons, s'adapter par rapport à chaque juridiction et surtout donc par rapport à chaque palier de juridiction. Je vais prendre par exemple le cas de Tana. Il y a tout d'abord donc la Cour suprême qui est composée de 3 cours. Pour le Conseil d'État, nous sommes conscients qu'ils sont en pleine investigation et en pleine procédure donc pour les réclamations électorales. Oui. Et nous savons qu'il y a un délai par rapport à cela. Mais également, donc, il y a des procédures normales qui sont en cours. Il ne faut pas oublier que les audiences sont des audiences publiques. Il y a aussi donc la Cour des comptes qui continue à travailler, mais pour la Cour des comptes, donc, il n'y a pas trop de problèmes pour l'application de ces mesures de déconfinement progressif parce que tout se passe donc presque en huis clos. Mais c'est surtout par rapport à la Cour de cassation qui pose problème. Pourquoi ? Parce que les audiences donc, sont publiques. Il y a aussi les audiences du président de la Cour suprême, donc surtout par rapport aux suspensions d'exécution des décisions au niveau des cours d'appel, parce que cela donc réclame une célérité assez importante. Et cela donc il faut gérer, il faut savoir gérer. Et on essaie quand même donc de faire marcher la machine au niveau de la Cour suprême, mais tout en respectant donc les mesures sanitaires voulues et nécessaires. Donc, pour la Cour d'appel et le tribunal de première instance, là, c'est assez compliqué quand même. C'est assez compliqué à gérer. Pourquoi ? Parce que il y a tout d'abord le parquet. Au début, le parquet donc gérait par traitement en temps réel tous les dossiers. C'est-à-dire que le procureur de la République de Tana donc s'adressait directement aux officiers de police judiciaire, c'est-à-dire à la gendarmerie et à la police nationale, et c'était au procureur de gérer quel dossier donc devait être déféré et quel dossier donc devait être seulement transféré. Mais par rapport à la décision de M. le Président de la République de dimanche dernier, donc, le parquet de Tana est entièrement ouvert aujourd'hui
Et il travaille donc à plein temps, de 8h à 17h, bien évidemment, mais tous les substituts du procureur de la République reçoivent maintenant donc tous les déferments, mais les enquêtes aussi. Les juges d'instruction aussi donc doivent se conformer à cela, parce que si il n'y a que plusieurs juges d'instruction, donc ils vont gérer les permanences, ils vont pas s'en sortir. On est à 8 ou 9 cabinets maintenant des juges d'instruction et 4 cabinets des juges des enfants à Tana. On est à peu près donc à une quarantaine de substituts. Donc il faut qu'ils travaillent donc en binôme par rapport à cela. Mais pour la gestion des audiences au siège, cela pose beaucoup de difficultés. Il y a d'abord les audiences civiles et commerciales. Comment donc faire en sorte que on puisse travailler sereinement, mais qu'il faut aussi donc satisfaire nos justiciables qui attendent depuis presque 3 mois et demi, et plus même par rapport à cela. Il y a aussi les audiences correctionnelles avec ou sans les détenus. Par rapport à la gestion des prisons, donc nous avons décidé de fermer hermétiquement nos prisons, c'est-à-dire que toute sortie des détenus, donc aussi bien pour les enquêtes, pour les audiences, etc., pour les escortes, on a fermé donc nos prisons par rapport à cela. On va y revenir après. Oui. Mais c'est ce qui pose problème. Donc, est-ce qu'on va juste entamer donc les audiences correctionnelles sans les détenus, et comment donc faire en sorte qu'il y ait moins de 50 personnes dans la salle d'audience à chaque fois? Là, on dispose d'à peu près 4 salles d'audience pour les audiences correctionnelles chaque jour. On peut le faire donc pour 10 dossiers pour chaque audience. Donc, ça fera 40 dossiers par jour, fois 5 jours. Et on va en décider donc la semaine à venir. Oui. Mais cela veut dire que quand il y a une audience, c'est vraiment très restreint. Donc, les personnes qui sont là, autant personnes juridiques, judiciaires que... Il faut restreindre. À Tana, nous ne disposons pas d'espace assez vaste. Donc, par exemple, pour faire attendre d'abord les justiciables avant de les faire entrer dans les salles d'audience. Par contre, pour les juridictions périphériques, c'est possible. Pour Harivulma, Mernariv, Tirumandi, Dambatla, Pensirabé, c'est possible de faire cela. Donc, on peut gérer plusieurs dossiers, plusieurs dizaines de dossiers, tout en respectant donc ces mesures de prévention sanitaire. Mais à Tana, c'est assez difficile. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'on se prépare d'abord pendant une semaine avant d'entamer réellement donc ce déconfinement. Ouais. 40 dossiers, c'est-à-dire quand même 40 dossiers à ça raison, dépend de chaque dossier. Oui, parce qu'un dossier peut prendre des heures aussi. Pour un dossier, il peut avoir un prévenu et une partie civile, comme il peut y avoir 10 prévenus et 10 parties civiles. Ouais. Ça va vraiment dépendre de chaque dossier. Ouais. Mais cela veut dire quand même que dans l'espace, il y a mouvement, il y a personne. Et si l'on parle de désinfection, est-ce que ces salles sont quand même bien protégées pour assurer aussi la santé de part et d'autre? Oui, de toute manière, donc là, on a renforcé aussi toutes ces mesures-là. Et par exemple, la Croix-Rouge malgache fait la désinfection totale du palais. Donc chaque samedi, par exemple. Chaque samedi, on va le faire. Mais pour tous les jours aussi, donc à l'entrée du palais, il faut faire aussi donc la prise de température, il faut tout le protocole, donc, tout le protocole sanitaire. Ouais. Voilà. Alors depuis des années, on prône toujours et on lutte pour cette indépendance de la justice. Mais quel genre d'indépendance parle-t-on? L'indépendance de la justice, pour moi, c'est pas un acquis. C'est un combat donc que chaque magistrat tout d'abord doit mener avec une ferme conviction tout au long de sa carrière. Parce que ni le Conseil supérieur de la magistrature qui assiste le président de la République donc en tant que garant de l'indépendance de la magistrature, ni le ministère de la Justice donc, ni le syndicat bien évidemment, ne peuvent être au courant de tout ce qui se passe dans toutes les juridictions de Madagascar. Donc, il faut que chaque magistrat, d'abord, tout au long de sa carrière, soit convaincu de travailler donc dans la sérénité, dans le respect de la loi, mais tout en préservant donc son indépendance. Et
effectivement, en tant que ministère de tutelle donc de la magistrature, le ministère de la Justice se doit aussi de mettre en place donc un système qui serait à même donc de faire en sorte que tous les magistrats puissent travailler en toute indépendance par rapport à la séparation stricte des pouvoirs, bien évidemment, exécutif, législatif et judiciaire, mais également indépendance vis-à-vis donc du pouvoir économique aussi, mais surtout donc vis-à-vis aussi je vais le dire en malgache, je crois, parce que c'est difficile à traduire, vis-à-vis donc de Fiaramoun ou de l'environnement social donc dans lequel le magistrat il évolue. Et c'est très différent. À Tana, c'est différent. Dans les provinces, c'est différent. Donc, il faut être prêt psychologiquement d'abord, et il faut aussi que le ministère donc accompagne le magistrat dans l'exercice de sa fonction pour faire respecter donc cette indépendance. Ouais, et c'est-à-dire aussi le non-dit que vous avez dit, c'est aussi respecter la culture donc des régions aussi. Il faut respecter la culture parce que, par exemple, si vous êtes magistrat donc à Maintiran, il y a plusieurs districts donc qui relèvent de la compétence de la juridiction de Maintiran. Bessalam, Piransalou, Mourafenbe, Maintran, etc. Même pour faire l'audience civile, comment vous allez faire? Vous n'avez pas de moyens. Le tribunal n'a pas de véhicule. Le tribunal n'a pas de frais donc et d'indemnité pour pouvoir envoyer ces magistrats-là donc en audience foraine. Le tribunal n'a même pas de quoi payer le carburant. Donc, comment être indépendant face à cela, or que le ministère exige également donc des résultats? C'est difficile, donc il faut coopérer avec les notables, il faut coopérer avec les élus parce que c'est eux qui vont nous aider après pour l'accomplissement de nos tâches quotidiennes ou pour l'accomplissement de nos missions par rapport à cela. Donc c'est très difficile. C'est très difficile et il faut voir donc au cas par cas cette question d'indépendance. Mais il faut tenir compte également donc du principe de subordination hiérarchique des magistrats du parquet. Il ne faut pas oublier que ce sont les magistrats du parquet, les magistrats du ministère public, donc qui diligentent les poursuites et qui ont la faculté aussi donc de traiter en information sommaire et bien évidemment de placer sous mandat de dépôt. Or que cela relève donc du principe sacro-saint de cette indépendance de magistrature. Et ça ne s'applique surtout que aux magistrats du siège pour leur prise de décision. D'accord. Et dites-moi, en vous écoutant, donc il y a des priorités qu'il faut mettre à l'avant à travers ce métier aussi. C'est donc respecter la culture de l'autre dans une région, tout en étant malgache de part des d'autres, mais le dialogue communautaire aussi, si on parle justement de tribunal d'audience foraine, ça compte énormément, mais est-ce que nous sommes préparés dans le métier à faire ça? Parce que c'est tout autre, c'est le dialogue communautaire. Oui, effectivement, nous essayons de préparer donc les magistrats cela. Tout d'abord, quand ils accèdent après le concours donc à l'École nationale de la magistrature et des greffes, mais également donc lors des différents stages, aussi bien lors des stages donc à l'école que lors des stages probatoires quand ils sont déjà magistrats professionnels. Mais c'est très difficile parce que tout d'abord, il y a l'existence des DIN. C'est vrai, les DIN doivent être homologués, ça c'est sûr. Mais par rapport à l'application des DIN et par rapport donc à la défaillance de confiance de la population envers la magistrature, les gens ils préfèrent appliquer les DIN. Or que parfois l'application des DIN aussi donc est contraire à la loi. Il y a des abus qui sont perpétrés et quand il y a intervention du tribunal donc pour corriger ces abus-là, ça va entraîner à chaque fois des conflits et des froissements et parfois très dangereux parce qu'il y a des élus qui sont derrière aussi donc la mise en œuvre de ces DIN. Donc il faut composer avec cela. Et si, disons par exemple, nous allons dans la région de Vatva Fidoufinan, il y a un grand respect aussi des coutumes et des traditions.
Et les gens, donc, ils mettent en priorité le respect de ces coutumes et traditions par rapport au respect de la loi, mais surtout donc par rapport à l'autorité des juridictions. Donc, il faut essayer de tenir compte de tout cela, et c'est pour ça que le magistrat doit être préparé, mais lui aussi doit être convaincu qu'il fait son travail dans le strict respect de la loi, mais aussi donc en totale observance des règles et coutumes donc locaux. Voilà, oui. Alors nous avons soulevé tout au début donc les prisonniers, les détenus, leur santé. Est-ce qu'ils sont bien protégés par rapport au Covid-19? On parle que l'incarcération des détenus entraîne parfois une crainte par rapport à la pandémie d'aujourd'hui. Tout d'abord, donc, nous avons appelé tous les magistrats afin de respecter donc le principe selon lequel la liberté est le principe et la détention l'exception. Mais c'est à eux de voir donc dans quel cas il faut mettre sous détention préventive et dans quel cas donc soit laisser la personne en liberté provisoire, soit donc faire un contrôle judiciaire. C'est cela donc au niveau des magistrats. Mais au niveau des prisons, donc à partir du 21 mars de cette année, quand on a déclaré donc la situation d'exception par rapport à ce phénomène de Covid-19, on a fermé hermétiquement nos prisons, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. Donc, mais également, on procède aussi au contrôle strict pour les nouveaux détenus et pour les anciens détenus. Les nouveaux détenus donc sont mis en quarantaine. Ils ne sont pas mélangés avec les autres. Il y a un contrôle sanitaire qu'on effectue donc 3 fois par jour par rapport à leur état de santé. Et avant de les mélanger donc avec les anciens détenus, on procède toujours à des tests. Et je remercie donc le CCO et les CRCO dans les régions qui nous aident donc à faire ces tests-là. Et si après donc les tests que nous faisons donc intégrer les détenus qui sont négatifs avec les anciens détenus. Mais pour les anciens détenus, donc ils sont contrôlés chaque semaine par des médecins donc dévolus à cet effet, des médecins du ministère de la Justice et des médecins aussi donc issus de l'administration pénitentiaire, mais également donc on essaye aussi de préserver donc l'hygiène et d'assurer donc qu'ils aient accès à une nutrition donc qui suive les critères imposés par l'administration pénitentiaire au niveau du ministère de la Justice. Écoutez, monsieur le secrétaire général, beaucoup de chemin reste encore à faire, donc en vous écoutant que des décisions doivent être prises, mais avec, il faut scruter minutieusement la situation pour ne pas aboutir à quelque chose de néfaste aussi par rapport aux détenus comme ceux qui ont des dossiers, parce que ce sont des citoyens jusqu'à la preuve du contraire qui ont encore leurs droits, et santé oblige également. Tout cela au niveau du ministère donc de la Justice c'est pris en compte. Et merci monsieur Indy Kairlaz d'avoir partagé cela avec nos auditeurs. Effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup de chemin reste à faire, mais nous restons toujours donc optimistes par rapport à cela. Et je pense que aussi bien tous nos prédécesseurs que les personnalités qui vont nous succéder donc auront cette conviction qu'il faut mettre en place donc une justice crédible, mais surtout donc une justice qui est tournée vers le bien-être de la population. Mais j'espère qu'on aura aussi l'occasion d'en discuter donc un peu plus tard après cette pandémie. Quel est le bilan donc de ces plusieurs semaines, ces plusieurs mois de confinement. Au plaisir d'être avec les auditeurs. Merci à vous. Merci à vous également.